Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Installez-vous confortablement devant votre média panafricain. Nous démarrons avec l'actualité en langue anglaise. C'est bien sûr avec vous, Njix. Greetings. Greetings, Alundo. Greetings for You Media Africa, you beautiful audience. We kickstart this first segment in Sudan, where the nation's Army Chief General Abdel Fattah al-Burhan has received a message from the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, delivered in Port Sudan as the military tightens its grip on the rapid support forces. The leaders discussed boosting relations and ending the war that has devastated Sudan since April 15, 2023. Sudan's Sovereign Council Chair, General Abdel Fattah al-Burhan, has received a message from Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, delivered Tuesday in Port Sudan by Egyptian Intelligence Chief Hassan Rashad. The message, according to Sudan's Transitional Sovereignty Council, focused on strengthening bilateral ties and enhancing cooperation across multiple sectors. During the meeting, Rashad conveyed Egypt's commitment to supporting Sudan amid ongoing conflict with the paramilitary rapid support forces. Burhan, in turn, expressed deep appreciation for Egypt's backing, praising the long-standing ties between the two nations. Egypt's state media reported that discussions also addressed restoring stability in Sudan and ending the conflict while preserving the country's unity and safety. The visit comes as the Sudanese army continues to gain control from the RSF with recent victories in the capital Khartoum, including the presidential palace, airport and key ministries, sites held by the rapid support forces since the war began in April 2023. While RSF forces maintain control over parts of Darfur and scattered areas in Kordofan and Blue Nile, the army has made significant territorial advances. The war has so far killed over 20,000 people and displaced 15 million, though some research suggests the death toll could be even much higher. The life sentences in the United States. Washington's Department of State spokesperson Tammy Bruce confirmed the transfer on Tuesday, saying that the U.S. condemned the hostile actions and supported Kinshasa's bid to hold the convicts accountable. However, it's worth noting that he added that it sought seek a consistent, compassionate human treatment and a fair legal process. We now take you to talk about relations between Algeria and Iran, where Algerian Foreign Minister Ahmed Attaf and his Iranian counterpart Sayed Abbas Arakchi in Algiers on Tuesday held bilateral talks discussing regional developments, including the ongoing conflict in the Gaza Strip. Buka Marambi has the rest of the story. In a bid to boost mutual relations on Tuesday in Algeria's capital Algiers, Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Arakchi and Algerian Foreign Minister Ahmed Attaf at the Foreign Ministry headquarters held discussions on bilateral relations and regional developments, including the ongoing conflict in the Gaza Strip. Arakchi and his delegation, who were in the North African country for an official visit, were received by Algerian President Abdelmadjid Tebboune at the presidential palace in Algiers, the president said in a statement. Following the meeting, the Iranian foreign minister reaffirmed strong and long-standing ties between Tehran and Algiers, calling the relationship deep-rooted and brotherly. He noted while speaking to reporters that the engagement centered on bilateral, regional and international issues with both sides, stressing the convergence of views and coordination in multilateral forums, as he praised Algeria's courageous and principled stance on Palestine, frequently expressed at the United Nations and in Security Council sessions as firm support for Palestinian rights. The both parties chaired an expanded session to explore ways of future cooperation and to deepen ties between Tehran and Algiers across multiple sectors, including political and economic. The both parties previously met on the sidelines of the Alliance of Civilizations Forum, organized under the auspices of the United Nations in Portugal last November. In a bid to Thank you, Buka. We stay with you, still in line with bilateral cooperation, where Ethiopia and Canada have exchanged views on the range of national and regional issues. And this was during the Canadian ambassador to Ethiopia, Joshua Taba, and Canadian special envoy to the African Union, Ben McDendere's visit to Addis Ababa, the foreign ministry reported on Tuesday.
Ethiopia's Minister of Foreign Affairs Gideon Timotheus. Rwanda has begun its 31st annual commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi, a period of remembrance honoring over 1 million lives lost in just 100 days between April and July of that year. Footage from Kigali on Monday captured President Paul Kagame and First Lady Janet Kagame at the ceremony where they laid a wreath and lit the flame of remembrance. In his address, President Kagame reaffirmed Rwanda's resolve to prevent such atrocities from ever happening again. It will not happen again just because there will be people who will stand up and fight, he stated. 30-something years ago will never happen again. It won't be because of those who were responsible for that dark past. Will not try again, or are not even trying now again. It will not happen again just because there will be people who will stand up and fight. He also challenged narratives linking genocide to resource conflicts, saying, was it a problem of minerals in 1994? Which minerals were we fighting for here? He questioned. So the whole thing about genocide, this ideology that has killed millions of people, has been turned into a problem of minerals. You know, it's okay. Let's imagine it's a problem of minerals now. Was it a problem of minerals in 1994? Which minerals were we fighting for here? The genocide that largely targeted Tutsis but also claimed the lives of moderate Hutus and opposition members remains one of the darkest chapters in African history. Since 2010, the African Union has officially commemorated the tragedy each April 7, and in 2014, both the African Union and the United Nations declared the date an International Day of Remembrance. This year marks the 31st anniversary, also known as Kwibuka 31. And indeed, that was Rwanda, where the nation has begun its 31st annual commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi, and we saw President Paul Kagame will let the remembrance in Kigali, the capital, laying the wreath and lighting the flame of remembrance. It's worthy of note that the genocide claimed over 1 million lives in just 100 days, a tragedy now marked globally every April 7. Like we were mentioning earlier on, I'll take you back to talk about bilateral cooperation between Ethiopia and Canada, where Ethiopia and Canada have exchanged views on a range of national and regional issues. And this was during the Canadian ambassador to Ethiopia, Joshua Taba, and Canadian special envoy to the African Union, Ben Mark Diendere, as visit to Addis Ababa, the foreign ministry reported on Tuesday. Ethiopia's Minister of Foreign Affairs Gideon Timotheus held talks with Canadian envoy to Ethiopia Joshua Taba and Canadian Special Envoy to the African Union Ben Mark Diendere. The Ministry of Foreign Affairs reported on Tuesday, noting that the two sides engaged views on a range of national and regional issues. During the meeting, Timotheus highlighted that the long-standing and historical ties between Ethiopia and Canada offers ample opportunities to further strengthen the relationship, as he as well briefed the ambassadors on the current progress of the implementation of the Pretoria Peace Agreement. For his part, Ambassador Joshua Taba expressed Canada's commitment to further strengthening its relationship with Ethiopia. He further noted that recent visits by high-level Canadian delegations to Addis demonstrates Canada's keenness to strengthen its bilateral ties with Ethiopia
adding that the relationship between the two countries extends government-to-government collaboration and encompasses people-to-people ties. According to the Canadian government website, Canada maintains a relationship with Ethiopia which dates back to 1965 and is based on an open political dialogue focused on the promotion and protection of democracy and human rights, advancing regional peace and security, sustainable development, and trade. And that is it for the first segment of this bilingual news. Ladies and gentlemen, on Go Away, it continues in the French language. Stay with us as it continues with Elundu. Bon après-midi une fois de plus. Thank you so much, Ndix. Mesdames, Messieurs, nous commençons le tour de l'actualité pour cette édition par la Guinée-Conakry, où le président du Conseil national de la transition, Dansa Kourma, a convié l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière prévue ce 9 avril 2025 à 11h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière sera principalement axé sur la délibération des amendements du projet de la nouvelle Constitution. Voici le récit de Bala. C'est une étape majeure qui démarre ce mercredi 9 avril 2025 dans le processus du retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Conakry. Le Conseil national de la transition va procéder à la délibération autour des amendements du projet de la nouvelle Constitution. L'annonce a été faite dans la soirée du mardi 8 avril 2025 par le Conseil national de la transition. Dans un communiqué, l'organe législatif de la transition a convié l'ensemble des conseillers nationaux à une plénière portant sur la délibération autour des amendements du projet de la nouvelle Constitution. La plénière convoquée par le Dr Dansa Kourma se tiendra dans la journée à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la délibération autour des amendements du projet de la nouvelle Constitution. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée, lit-on dans ce communiqué. Pour rappel, cette plénière aura lieu après le décret rendu public par la présidence guinéenne annonçant la tenue du référendum. Merci à vous, Bala. Et nous ouvrons cette série sur le Tchad et la Libye en commençant par la coopération bilatérale, la réouverture des liaisons aériennes suspendues depuis plus de 10 ans, la relance des échanges commerciaux à travers de nouveaux corridors et la sécurisation des frontières communes exposées au trafic et infiltration étaient au cœur d'une audience qu'a accordée mardi le président de la République du Tchad, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, à une délégation libyenne conduite par le ministre des Transports, Mohamed Salem El Lachoubi. Cette rencontre marque un tournant décisif dans les relations bilatérales entre les deux pays voisins visés au renforcement de la coopération entre N'Djamena et Tripoli. Plus de précisions avec vous, Fanoara. Alors qu'elles étaient au point mort, les relations entre le Tchad et la Libye prennent un souffle nouveau. En effet, une délégation libyenne conduite par le ministre des Transports, Mohamed Salem El Lachoubi, a été reçue en audience mardi par le président de la République du Tchad, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Au menu de leurs échanges, la réouverture des liaisons aériennes, la relance des échanges commerciaux à travers de nouveaux corridors et la sécurité. Des excuses pour ce désagrément. Nous poursuivons tout de même avec ce deuxième sujet entre le Tchad et la Libye. Au Tchad, la journée du 8 avril a marqué un tournant dans le parcours de nombreux migrants tchadiens en provenance de Tripoli en Libye. 172 Tchadiens ont retrouvé le sol de leur patrie. Le retour de ces 172 migrants tchadiens est le fruit d'un effort concerté entre le gouvernement tchadien et le gouvernement libyen, illustrant l'importance de la coopération régionale en matière de gestion migratoire. Voici le récit de Bala. Ils sont plus de 172 migrants tchadiens en provenance de Tripoli en Libye qui ont regagné N'Djamena dans l'après-midi du mardi 8 avril 2025. Ce retour volontaire est selon les autorités tchadiennes le fruit d'une collaboration entre les gouvernements tchadiens et libyens soutenus par l'Organisation internationale pour les migrations. À leur arrivée à l'aéroport international Hassan Djamous, ils ont été accueillis par M. Boudou Saïd, le directeur général de l'administration des affaires juridiques et des Tchadiens de l'étranger au ministère des Affaires étrangères. De 2023 à aujourd'hui, plus de 4000 Tchadiens
sont retournés au pays grâce à ce dispositif, informe le directeur général Mboto Seyida. Cela illustre la détermination des services de l'État, en particulier du ministère des Affaires étrangères, à assurer la protection des compatriotes. Cette dynamique se déroule en collaboration avec les partenaires internationaux dans l'OIM qui met en œuvre un programme d'assistance pour la réinsertion socio-économique de ces migrants ayant choisi librement de regagner la mère patrie. Et nous restons sur le Tchad, cette fois en lien avec le Libéria. Le président tchadien, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 8 avril la ministre libérienne des Affaires étrangères, Madame Sarah Beisolo Nianti, porteuse d'un message de son président Joseph Boakai, sollicitant le soutien du Tchad pour la candidature du Libéria au Conseil de sécurité des Nations Unies. Davantage avec vous, Jifotso. Le Libéria se positionne pour être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'issue des prochaines élections pour le compte du continent africain. C'est dans cet élan que le président Joseph Boakai a envoyé au Tchad sa ministre des Affaires étrangères, Sarah Beisolo Nianti, solliciter le soutien de son homologue Mahamat Idriss Déby Itno. Le pays bat le rappel de ses amis pour donner plus de chance à sa candidature. N'Djamena et Monrovia, tous membres de l'Union africaine, partagent des intérêts communs en matière de paix et de sécurité sur le continent. Dame Sarah Nianti a, au nom de son président, souligné l'importance d'une coopération renforcée pour faire face aux défis régionaux, notamment en matière de sécurité et de développement. Le chef de l'État tchadien, fidèle à sa vision d'une Afrique unie, forte et prospère, a exprimé ses gratitudes à son homologue Joseph Boakai, tout en affirmant que le Tchad est prêt à collaborer pour le rayonnement du continent africain sur l'échiquier international, notamment au Conseil de sécurité, au sein duquel l'Afrique doit, par devoir de justice, être membre permanent. L'audience a également permis d'aborder des sujets d'intérêt commun tels que la lutte contre le terrorisme, la promotion des droits humains et la nécessité de renforcer les échanges économiques et culturels afin de solidifier les relations entre les deux pays. Merci à vous, Jifotso. Et sur la RDC, à présent, condamnée à la peine de mort pour des faits hautement répréhensibles, on date du 27 janvier 2025 par la cour militaire de Gombe à Kinshasa, les prévenus Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Pauloun Benjamin Reben, de nationalité américaine, ont bénéficié de la commutation de leurs peines respectives à la servitude pénale à perpétuité qu'ils purgeront dans leur pays d'origine, selon l'auditorat militaire général. Cette décision de Kinshasa, inscrite dans la dynamique du renforcement de la diplomatie judiciaire, intervient dans un contexte de rapprochement avec Washington, notamment avec les négociations sur les minerais stratégiques du Congo. Des précisions dans cet élément que signe Guinée. Encadrée par des autorités militaires judiciaires et de l'immigration, cette opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales, après avoir satisfait aux formalités auprès de la Direction générale des migrations. Les détenus ont été escortés jusqu'à l'aéroport international de Dili. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo étaient impliqués tout au long de l'opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre les deux pays. Selon la communication de la présidence de la République démocratique du Congo, les prévenus Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Pauloun Benjamin bénéficient de la commutation de leurs peines respectives à la servitude pénale à perpétuité qu'ils purgeront dans leur pays d'origine. Merci à vous, Nguéné. Cette évolution sur l'actualité entre Bamako et Alger, la Russie qui rentre en jeu, les tensions ne retombent pas, autant pour moi, entre l'Algérie et le pays membre de la Confédération de l'AES, quelques jours après la destruction d'un drone malien dans la localité de Tinzaouaten, au nord du pays. Pour en parler, une fois de plus, ce 9 avril, nous accueillons Tiambel Gimbayaha, analyste politique
politique et directeur de médias africains qui estime que la détérioration considérable des relations entre l'Algérie et le Mali est due à un vieux contentieux qui existe entre les deux pays, mais il y a un médiateur qui pourrait œuvrer à la résolution de ce conflit. Écoutons-le dans cet extrait. شغل مسكنا بالأغاني أشتي تام دينا الدوز وما يضوس الصور أشوف شركات على زوال هركات أشوف إشكالات يلا délibérations permettront assurément